Bonjour à tous. Cette conférence est enregistrée et vous est proposée dans le cadre de la Semaine virtuelle de la généalogie, organisée par la Fédération française de généalogie. Après sa diffusion, vous pourrez la visionner sur la chaîne YouTube de Généatech, communauté de généablogueurs à laquelle j'appartiens depuis sa création. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis généalogiste amateur. Je tiens un blog depuis plus de 10 ans, Chronique d'antan et d'ailleurs, sur lequel je partage régulièrement mon expérience au sujet des tests génétiques à visée généalogique, aussi appelés de façon impropre tests génétiques récréatifs. Dans cette présentation, j'utiliserai le terme test génétique ou test ADN pour me référer à ces tests. Je vous propose aujourd'hui d'aborder 5 questions ou groupes de questions auxquelles il est important et même nécessaire que vous ayez réfléchi ou que vous ayez une réponse avant d'acheter et de faire un test pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Pourquoi ai-je envie de faire un test ADN? Ai-je bien compris les risques et implications des tests ADN? Quel type de test peut-on faire auprès de quelle société? Pour quel usage? Qui tester? Avec quel objectif? Et la dernière question, qui n'est pas la moindre, est si je tombe sur un secret de famille? Reprenons chacune de ces questions. La première question à vous poser concerne votre motivation. Pourquoi avez-vous envie de faire un test ADN? On peut regrouper les motivations possibles en 3 groupes: l'effet de mode, la curiosité, la recherche d'une personne. La première des raisons des personnes testées semble être une sorte d'effet de mode. On entend parler de tests ADN partout, dans des reportages télé, dans des séries, dans des pubs avec mise en avant de personnages médiatiques, tels des footballeurs, des cuisiniers. Des youtubeurs ont consacré des épisodes vidéo aux tests ADN, et beaucoup de publicité est faite sur Internet. Cet effet de mode concerne principalement les origines ancestrales de chacun. On veut savoir d'où on vient, il y a longtemps, et facilement, juste en frottant un coton-tige sur sa joue, comme dans les experts. Si vous voulez faire un test ADN parce que ça a l'air fun, prenez le temps de la réflexion, renseignez-vous, regardez cette conférence jusqu'à la fin et posez-vous toutes les questions proposées. Un test ADN n'est en aucun cas juste fun, et le terme récréatif, utilisé en France dans le projet de loi bioéthique, prête à confusion. Le législateur veut opposer le test fait directement par le consommateur, vous, auprès d'une société privée, auquel il donne le qualificatif de récréatif, à un test scientifique demandé par un médecin ou un juge. Un test n'est pas récréatif, il n'est jamais juste fun ou sympa. Le faire et partager ensuite ses résultats sur Internet implique un certain nombre de conséquences. Une seconde motivation possible est la curiosité. Vous avez entendu parler d'haplogroupes, de migration ancienne de population, de peuplement ancien de la planète Terre. Vous avez lu des articles qui nous disent que nous avons en nous un peu d'ADN des Néandertaliens. Vous aimeriez en savoir plus à votre niveau. Certains tests ADN vont effectivement pouvoir répondre à certaines de vos questions. Mais à ce stade, il ne va pas falloir faire n'importe quel test auprès de n'importe qui. Vous devez vous informer précisément sur chacun des tests disponibles et ce qu'ils recouvrent avant de vous décider. Et comme pour la question précédente, faire un test et partager les résultats de ce test sur Internet a forcément des conséquences. Êtes-vous bien sûr de les avoir comprises? Le troisième groupe de motivations possibles concerne la recherche d'une personne, que ce soit des parents biologiques, les parents d'un ancêtre abandonné, des cousins pour prouver ou remettre en cause une légende familiale. Le test ADN autosomal, je reviendrai sur ce terme plus tard, va permettre à ceux qui cherchent soit à agrandir leur arbre généalogique, soit à confirmer que la génétique est conforme aux actes, soit à retrouver des parents ou des grands-parents biologiques. Il va leur permettre de faire un pas dans cette direction. C'est l'utilisation qu'on retrouve le plus souvent montrée dans les reportages télé ou les journaux.
toutes les success stories d'enfants adoptés ou abandonnés qui retrouvent leurs parents biologiques, ça a toujours l'air tout beau et très simple. Mais la simplicité est apparente. Pour retrouver des cousins, il faut qu'ils soient dans la base. Ensuite, il va vous falloir retrouver votre lien de parenté avec eux, faire votre généalogie papier et surtout faire la leur. Une faible proportion des personnes qui font des tests ADN mettent en ligne un arbre généalogique, très souvent parce qu'ils n'en ont pas fait, qu'ils ne connaissent pas la généalogie. Ils sont venus sur le site par curiosité. Et quand vous avez la chance qu'ils vous répondent, il est fréquent qu'ils ne sachent pas grand-chose de leurs ancêtres. Dans ce cas-là, c'est à vous de partir en chasse. De plus, si vous êtes à la recherche de vos parents biologiques, il serait miraculeux, en Europe, que vous trouviez une réponse immédiate ou quasi immédiate en recevant les résultats de vos tests. En France, si vos correspondants ne répondent pas à vos questions, vous ne connaîtrez pas leurs parents et grands-parents. Les tests ADN dans la recherche d'une personne ne sont qu'un outil que vous allez devoir croiser avec beaucoup de généalogies traditionnelles et pas uniquement votre généalogie, la généalogie des personnes avec lesquelles vous êtes en correspondance. Il est possible, même probable, que vous aurez aussi besoin de recourir à un généalogiste professionnel pour dépasser les barrières des données privées si vous êtes à la recherche de vos parents biologiques. Pensez-y avant de vous lancer. L'aventure peut être longue et vous coûter cher, bien plus que le simple test ADN. La seconde question à vous poser concerne les risques et implications des tests ADN. C'est une étape sur laquelle vous devez impérativement vous pencher. Êtes-vous sûr d'avoir compris toutes les implications des tests ADN? Savez-vous que c'est illégal en France? Avez-vous conscience des risques du stockage de votre ADN en dehors de l'Europe? Savez-vous que vous partagez votre ADN avec votre famille proche? Nous allons revenir sur ces 3 points. Tout d'abord, faire des tests ADN en dehors du contrôle médical ou judiciaire est illégal en France. La loi bioéthique est en cours de révision au Parlement, mais tous les amendements visant à les autoriser ont toujours été rejetés. Chaque fois, il est illusoire de croire que la version votée de la nouvelle loi bioéthique sera différente, et les tests ADN seront probablement encore interdits en France pendant plusieurs années. Parallèlement, les sanctions prévues par la loi concernant cette infraction, c'est-à-dire une amende de 3 500 € pour la personne qui fait les tests, n'ont jamais été appliquées en France et ont peu de probabilité d'être appliquées un jour. À vous de savoir si le léger risque légal, léger mais écrit dans la loi, est ou non un frein à votre curiosité. C'est votre choix, mais c'est une étape qu'il ne faut pas ignorer. Le second risque concerne le stockage de votre ADN en dehors de l'Europe. Les sociétés qui analysent votre ADN sont à l'heure actuelle quasiment toutes hors d'Europe. Seule Living DNA est une entreprise située au Royaume-Uni, mais elle a peu de surface actuellement et elle travaille principalement sur le Royaume-Uni. Les autres sociétés sont situées aux États-Unis, par exemple Ancestry, 23andMe, Family Tree DNA, ou en Israël, MyHeritage. Et les laboratoires qui font physiquement le test sont situés sur le sol des États-Unis. Pratiquement, l'échantillon de salive que vous envoyez part aux États-Unis. Il y est testé, il y est conservé, les données qui découlent du test y sont analysées. Ce traitement n'est à aucun moment soumis au RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui est appliqué en Europe et qui a été mis en place pour protéger notre vie privée. Les bases de données sont situées aux États-Unis ou en Israël et sont également contrôlées par des législations non européennes qui n'accordent pas le même traitement à la protection des données privées que celui qui est en place en Europe. Il faut aussi avoir conscience du fait que la puissance de calcul nécessaire au test ADN
Les tests, les algorithmes de calcul des résultats, les algorithmes de comparaison des bases de données nécessitent des investissements financiers importants. Très récemment, Ancestry, qui appartenait majoritairement à un fonds d'investissement américain, a été partiellement, fortement, racheté par un autre fonds d'investissement américain encore plus gros. Derrière 23andMe, il y a la puissance financière et informatique de Google. Vous imaginez bien que toutes ces sociétés peuvent avoir un intérêt différent de celui de leurs utilisateurs, de votre intérêt. Vous voulez juste savoir qui est le père inconnu de votre mère, ou si telle légende familiale disant que le grand-père était le fils illégitime de tel artiste est exacte. Mais ce que veulent les sociétés qui font physiquement le test, qui détiennent vos résultats dans les bases de données, ce qu'elles veulent, elles, c'est avoir des bases de données aussi importantes que possible, pour vous et pour vos correspondances, certes, mais aussi pour elles, si elles décident ensuite de monnayer une partie de leurs données auprès de sociétés pharmaceutiques, par exemple. Actuellement, les Terms of Service des différentes compagnies interdisent formellement ce genre de pratique. Quand vous signez votre contrat avec la société qui va réaliser le test, vous êtes protégé par ces Terms of Service. Chaque utilisateur est totalement libre d'accepter ou non que ces données soient partagées sur le web ou partagées anonymement dans le cadre d'un accord commercial. Pour l'instant, c'est votre choix et c'est protégé par la loi américaine qui ne plaisante pas avec l'application des Terms of Service. Mais une modification de la loi américaine peut toujours intervenir. Et vous devrez rester vigilant si vous confiez votre ADN et vos données à une société. Vous devez être prêt à tout faire détruire, votre ADN et vos résultats en ligne, si vous avez le moindre doute. Biologiquement, votre ADN se compose d'environ 50% de celui de votre père et 50% de celui de votre mère. En théorie, cette proportion est divisée par 2 à chaque génération. Vous contribuez pour 50% à l'ADN de chacun de vos enfants, pour environ 25% à l'ADN de chacun de vos petits-enfants. C'est le principe même de la correspondance ADN qui est utilisé pour retrouver des cousins qui doit vous faire vous interroger. Votre cousin germain a-t-il envie qu'on puisse le retrouver parce que vous avez eu envie de faire un test ? Vos enfants ont-ils envie de figurer par ricochet dans une base de données génétique aux États-Unis ? Votre décision vous appartient certes, mais elle implique que votre famille proche et moins proche est également partiellement intégrée dans une base de données à laquelle elle n'a pas spécifiquement consenti. Le minimum serait donc de les informer que vous allez faire ce test. C'est votre décision, mais c'est aussi votre responsabilité. Vous avez bien réfléchi à votre motivation, vous avez pesé les risques que vous prenez et vous avez décidé de faire un test génétique à visée généalogique. Il faut maintenant que vous choisissiez quel type de test vous allez faire auprès de quelle société. Il y a 3 types de tests. L'analyse du chromosome Y, l'analyse de l'ADN mitochondrial, l'analyse de l'ADN autosomal. Commençons par le chromosome Y. Le chromosome Y appartient à la 23e paire des chromosomes de chacun des noyaux de nos cellules. C'est ce qu'on appelle la paire sexuée des chromosomes. Un homme possède un chromosome X et un chromosome Y, une femme possède 2 chromosomes X. Le spermatozoïde est une cellule reproductrice qui contient un exemplaire de chacune des 23 paires de chromosomes de l'homme. Chaque chromosome asexué, numéroté de 1 à 22, est un mélange aléatoire des chromosomes correspondants du père et de la mère. Le chromosome 23, dit chromosome sexuel, vient sans mélange soit du père, et c'est un chromosome Y, soit de la mère, et c'est un chromosome X. Lors de la fécondation, l'ovule venant de la mère
portant 22 chromosomes asexués et un 23e chromosome dit sexué, toujours de type X, fusionne avec le spermatozoïde. La nouvelle cellule fécondée comporte 22 paires de chromosomes, chaque paire étant composée du chromosome venant de la mère et du chromosome venant du père, ce qu'on appelle les chromosomes autosomaux, et qu'on teste dans une analyse autosomale, et une 23e paire sexuée avec forcément le chromosome X venant de la mère et le chromosome venant du père, et donc X ou Y. Si le chromosome paternel est X, le nouvel être sera féminin. Si le chromosome paternel est Y, le nouvel être sera masculin. La particularité du chromosome Y est qu'il se transmet donc uniquement de père en fils depuis la nuit des temps. L'étude des modifications dans le temps du chromosome Y permet de retrouver l'origine lointaine de votre lignée purement paternelle. Vous allez éventuellement pouvoir confirmer une ascendance paternelle commune en utilisant ce test. Mais les correspondances sont la plupart du temps très lointaines et ne vont servir à valider des recherches que si elles sont faites en testant deux personnes précises, par exemple deux cousins très éloignés portant le même patronyme. Un haplogroupe identique pointera dans ce cas vers un ancêtre commun probable. L'analyse du chromosome Y n'est pas l'outil le plus efficace pour vos recherches généalogiques. Elle coûte relativement cher, il y a plusieurs niveaux d'analyse et elle n'est faite actuellement que par la société Family Tree DNA. Une seconde analyse concerne l'ADN mitochondrial. Cette analyse ne peut remonter que votre lignée maternelle, de mère en fille, que vous soyez vous-même un homme ou une femme. Pourquoi cette transmission n'est-elle que maternelle? C'est parce qu'elle analyse l'ADN non pas du noyau de chacune de vos cellules, et donc de vos chromosomes, mais qu'elle analyse l'ADN contenu dans les mitochondries de la cellule, à l'extérieur du noyau. L'analyse de cet ADN va vous permettre de savoir d'où vient, il y a fort longtemps, votre lignée maternelle, grâce à l'haplogroupe qui vous sera communiqué. Par exemple, mon haplogroupe mitochondrial est H5A2, ce qui correspond à une migration en Europe il y a environ 7500 ans venant du Moyen-Orient. Clairement, cela n'a pas d'intérêt pour mes recherches généalogiques personnelles. Les probabilités de retrouver des cousinages dans votre généalogie sont très faibles, du moins à l'heure actuelle. En revanche, c'est avec une analyse ADN mitochondriale, en comparant l'ADN des corps retrouvés à Yekaterinbourg avec celui du prince Philippe, qu'on a pu confirmer qu'il s'agissait bien des corps du tsar Nicolas II et de sa famille. Ils sont tous deux descendants par leur mère de la reine Victoria et ont donc tous les deux le même ADN mitochondrial. L'analyse de l'ADN mitochondrial n'est faite que chez Family Tree DNA. Quand on parle analyse ADN dans les médias actuellement, on se réfère principalement à l'analyse ADN autosomale, celle qui analyse les 22 paires de chromosomes asexués du noyau de chacune de nos cellules. Chaque société teste l'échantillon qui lui est remis à partir d'une grille d'analyse personnelle. Seule une partie de l'ADN est testée, et pas tout votre ADN. Les points testés, de l'ordre de 700 000, sont appelés SNP, Single Nucleotide Polymorphism, et correspondent à des variations à un endroit précis de votre génotype. L'analyse de chacune de ces 700 000 variations va permettre de déterminer plus ou moins exactement vos origines géographiques et surtout va permettre de retrouver des personnes qui vous sont apparentées parce qu'elles ont les mêmes variations sur les mêmes SNP. L'analyse de l'ADN autosomal est particulièrement efficace pour retrouver une parenté entre deux personnes, globalement jusqu'à 6 ou 7 générations. Mais comme il s'agit de comparaison à l'intérieur d'une base de données, vous ne trouverez que les personnes qui vous sont apparentées plus ou moins loin
à l'intérieur de la base de données à laquelle vous avez confié votre échantillon d'ADN. De plus, les points testés n'étant pas totalement identiques pour chaque société, quand vous transférez le résultat d'une analyse d'une société à une autre, il peut y avoir des erreurs de lecture qui vont éventuellement générer des incohérences. Rappelez-vous toujours que le premier test autosomal a été proposé sur le marché en 2007, il y a 13 ans seulement, et qu'il n'est vraiment devenu commun que depuis 4 ou 5 ans. C'est encore un domaine en constante évolution. Quant à choisir par quelle société passer, il y en a 3 vraiment importantes sur le marché actuellement. Ancestry, qui ne livre pas en France, et a la plus grosse base de données principalement pour les États-Unis. Si vous recherchez une connexion avec les États-Unis, c'est avec eux qu'il est préférable de vous faire tester. C'est aussi la seule société chez laquelle on ne peut pas ensuite transférer ces données brutes pour analyse. Si vous avez un moyen de vous procurer un test Ancestry, ce sera probablement votre meilleure option. MyHeritage s'est lancé récemment sur le marché, mais déjà leur base de données très largement européenne est conséquente. C'est à travers leur base de données que j'ai fait toutes mes découvertes utilisant l'ADN. Leur algorithme sur le calcul des origines est le point pertinent parmi les sociétés, mais une nouvelle version de cet algorithme devrait bientôt être utilisée. Sachez aussi que pour utiliser les différents outils d'analyse de vos résultats, vous devrez impérativement prendre un abonnement annuel à MyHeritage, faute de quoi vous ne pourrez pas vraiment analyser les données reçues. FamilyTree DNA, qui est le précurseur et un des plus gros laboratoires effectifs, a pourtant une base de données moins importante. Mais si vous choisissez de faire tester le chromosome Y ou l'ADN MT, autant passer par eux et faire un test groupé. 23andMe a une base de données assez importante, mais ils sont en train de se retirer du marché de la généalogie pour se tourner vers le marché de la santé. Je vous déconseille donc de passer par eux, vous trouverez de moins en moins d'informations pertinentes. Passons maintenant au 4e groupe de questions. Qui tester, avec quel objectif? Drôle de question, me direz-vous. Et pourtant, il importe aussi de vous la poser. Vous n'êtes pas forcément la personne la plus pertinente à tester selon l'objectif que vous recherchez. Si le test que vous faites doit vous servir dans le cadre de vos recherches généalogiques, il est conseillé de faire tester les personnes les plus âgées de votre ascendance. Vos parents, ou vos grands-parents s'ils sont encore vivants, sont au niveau de leur génétique plus intéressants que vous. Votre grand-père a dans son ADN des traces certaines de ses 8 arrière-grands-parents. C'est aussi votre cas, mais votre arrière-grand-père à vous, c'est le père de votre grand-père. Inutile de vous faire tester si vos 2 parents ont été testés. Votre ADN vient pour 50% de celui de votre père et 50% de celui de votre mère. Leur ADN est plus significatif que le vôtre en termes de recherche de cousinage lointain. Rappelez-vous, vous ne recevez que 50% de l'ADN de chacun de vos parents. C'est aussi le cas de chacun de vos frères et sœurs. Vous ne recevez pas le même ADN que vos frères et sœurs de chacun de vos parents. Si vous n'avez pas eu la possibilité de faire tester vos parents, faire tester le plus possible de vos frères et sœurs vous permet d'avoir une plus grande connaissance de l'ADN de vos parents. À titre d'exemple, mon frère et ma sœur sont testés, tout comme moi. Pour certains petits cousins ou cousins issus de germains éloignés au premier degré, j'ai eu des correspondances significatives dans les résultats de mon frère ou de ma sœur, alors que je ne partageais pas d'ADN avec ce cousin. Si j'avais été la seule à être testée, je n'aurais pas pu retrouver cette branche. Si vous avez pu tester vos parents, essayez dans le même esprit de faire tester vos oncles et tantes. Vous en apprendrez plus sur l'ADN de vos grands-parents et augmenterez vos chances de cousinage encore plus éloignées. Et si vous avez des grands-oncles et grands-tantes, faites-les tester. Et bien sûr, faites-leur raconter leurs histoires d'enfance pendant qu'ils sont encore là. Peut-être aurez-vous besoin d'établir un plan de test. Si vous vous lancez dans une recherche précise, par exemple, essayez de retrouver
le père inconnu de votre grand-mère maternelle, parce que oui, en théorie c'est possible, vous allez avoir besoin d'établir un programme de test et de choisir à qui vous allez demander de faire le test ADN. Prenons l'exemple de votre grand-mère maternelle. Vous allez commencer par établir la descendance aussi complète que possible à partir de la mère connue de votre grand-mère maternelle. Vous allez ensuite lister toutes les personnes vivantes de chacune des générations. Si votre grand-mère est encore vivante, bien sûr, vous allez en priorité la tester. Mais vous testerez aussi ses demi-frères et sœurs, et, s'ils sont décédés, leurs descendants. C'est en croisant les résultats de toutes les personnes que vous avez testées dans le cadre de ce projet que vous pourrez éventuellement mettre à jour un nom sur l'arrière-grand-père inconnu. Vous devrez faire une liste des personnes à tester, en indiquant en priorité les personnes les plus âgées de la liste, puis faire les tests au fur et à mesure de vos moyens financiers. Bien sûr, quand vous êtes à l'origine d'une demande de test auprès d'une personne de votre famille, c'est à vous d'en supporter le coût. Veillez donc à bien choisir à qui vous demandez en priorité de se faire tester. Quand vous faites tester une autre personne que vous, il y a quelques principes à appliquer. Tout d'abord, c'est à vous de prendre en charge financièrement le test génétique que vous demandez. Ensuite, vous devez expliquer clairement à la personne concernée les raisons pour lesquelles vous voulez faire ce test. Retrouver telle ou telle personne, confirmer une parenté dans le cadre d'une recherche de personnes adoptées. Vous devez lui expliquer tout aussi clairement les risques, tels que nous les avons rapidement passés en revue, et répondre à toutes ces questions. Enfin, vous devez absolument obtenir un consentement clair de la personne testée. En aucun cas, vous ne devrez faire tester une personne qui n'est pas en mesure de comprendre ce que vous lui demandez. Certes, vous allez par exemple devoir renoncer, comme moi, à faire tester la seule petite fille encore en vie par les femmes de votre arrière-arrière-grand-mère Edwige, et renoncer par la même occasion définitivement à connaître l'ADN mitochondrial de grand-mère Edwige. Mais si la petite fille de grand-mère Edwige n'est pas en mesure de comprendre de quoi il s'agit, vous ne devez rien faire de plus. Considérez ça comme des registres détruits et passez à autre chose. La dernière question à vous poser est de savoir ce que vous allez faire si vous tombez sur un secret de famille. C'est le premier problème que la plupart des gens mettent en avant, cette crainte de découvrir inopinément un secret de famille. Et si je découvre en faisant ce test que je suis adoptée, que mon père n'est pas mon père, que j'ai des demi-frères et sœurs inconnus? C'est bien sûr une chose à laquelle il faut réfléchir avant de faire le test. Ce qui compte, c'est d'y avoir pensé, pour être capable de gérer la situation le cas échéant. Si je découvre un secret de famille, dois-je en parler autour de moi? À qui dois-je le dire? Vais-je être capable de gérer la situation? Si vous pensez ne pas être en mesure de gérer une découverte qui remettrait en question votre environnement familial, ne faites pas de test et dites clairement autour de vous, aux personnes susceptibles d'en faire un, que quoi qu'elles découvrent, elles ne doivent pas vous en parler. Tous les secrets que vous pourrez découvrir ne sont pas forcément tous aussi perturbants. Découvrir que votre grand-père a eu d'autres enfants que votre parent et les frères et sœurs que vous lui connaissez sera moins traumatique pour vous que s'il s'agit de votre père. Ce qui compte, c'est que vous vous soyez posé la question et que si vous testez une autre personne, vous lui ayez aussi posé la question. Demandez-lui: si je découvre quelque chose auquel on ne s'attendait pas, veux-tu être mis au courant ou pas? N'arrivez jamais auprès de quelqu'un en lui assénant une vérité génétique qui va remettre en cause le cadre dans lequel il a grandi. Et pensez aussi que, comme dans mon cas, vous allez peut-être par vos découvertes de cousinage confirmer que les 8 arrière-grands-parents de votre père
sont bien génétiquement les 8 personnes dont vous avez retrouvé la trace en suivant les actes par la généalogie traditionnelle. Sur le schéma que je vous montre, je n'en avais encore confirmé que 5, mais depuis le début de 2020, je les ai désormais tous confirmés. On peut avoir des surprises traumatisantes en faisant tester son ADN, mais on peut tout aussi bien, comme moi, être capable de dire que ces 8 arrière-arrière-grands-parents paternels sont bien ses ancêtres génétiques. Et ça, c'est cool, non ? En résumé, pour terminer cette conférence, voici quelques points qu'il faut bien garder en tête. Je ne fais pas un test génétique juste pour le fun, sans avoir réfléchi aux implications. Je n'offre pas de test pour Noël à une personne sans lui avoir expliqué les implications. Je ne teste jamais personne sans obtenir son consentement éclairé. Je ne teste jamais un mineur. Avant de commander un test, je réfléchis à mes motivations et à ma position en cas de découverte perturbante sur ma famille. Je sais que le test génétique est un outil qui peut m'aider à répondre à des questions sur mes origines ou ma parenté, mais qu'il ne peut pas répondre seul, sans recherche et analyse supplémentaires à mes questions. J'espère que cette conférence vous a permis de mieux comprendre le contexte des tests ADN. Vous pouvez retrouver mes articles sur ce sujet sur mon blog, Chroniques d'antan et d'ailleurs. Bonne fin de journée à tous.